Moment de lore, de miniatures et ouais, d'histoire de genre Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, etc. Parce qu'en ce moment, j'aime bien tout ce qui est un peu diégèse. De toute façon, c'est prévu que je fasse une série de vidéos hein, sur comment on invente une langue pour un univers. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est en préparation, c'est une question de temps. Là. C'est vraiment une question de disponibilité de temps. Mais voilà, c'est... C'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. C'est quelque chose qui me permet de penser à autre chose aussi. Je préfère les malheurs des mondes imaginaires que les malheurs du monde réel, faut croire. Mais de toute façon, il n'est pas prévu que je fasse du reveal de la diégèse, de l'univers que j'ai créé aussitôt. J'en parle très rarement. Déjà parce que c'est pas particulièrement vendeur ici. Ça n'intéresse que moi. Et 3 personnes ici. Et encore. Aussi parce que c'est vraiment... pour moi, c'est aussi intime que vous parlez de la taille de ma bite, en fait. Hein, très honnêtement. C'est quelque chose de assez intime. Et en même temps, c'est quelque chose pour lequel il faut que je me prépare. Ce sera pour ma reconversion pour mes 40 ans. Voilà. On va essayer d'y aller. Hein. Tu fais du JDR avec des potes? Non. Non, du tout. Ni de ça, ni de rien. Non. Je ne fais pas de JDR. Pareil, j'aime pas trop le jeu de rôle. J'aime le jeu de rôle, les jeux de rôle de manière générale. J'aime pas trop le roleplay. Je suis pas du tout dans ces délires. Du tout, du tout. Donc non. Et j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup en ce moment. Tout ce qui est la création et tout, j'aimerais avoir le temps de le faire. Hein. Beaucoup plus de temps. C'est compliqué. Est-ce que tu connais Babel de R.F. Kuang sur des magiciens traducteurs à Oxford au 19e siècle? Non. Un peu en mode Tolkien plutôt? Je sais pas ce que t'appelles en mode Tolkien. Tu ferais un bon MJ. J'en sais rien. Ouais, on parle de l'or. Je sais pas du tout si je ferai un bon MJ. Moi, j'ai des problèmes avec le jeu de rôle. Enfin, j'ai du mal à... Ou alors, faut vraiment que je puisse rester dehors, moitié dedans, moitié dehors. C'est très chiant, la caméra qui se fige. Mais ouais, pareil, c'est pour ça que je serai jamais acteur. J'aime pas trop jouer. Tolkien, il aimait inventer des langues, non? Oui. Et je passe mon temps à inventer des langues. Aussi, enfin, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps, non. J'en ai déjà montré hein, ici j'ai déjà montré quelques trucs hein, que j'avais fait. Comment je les ai faits. Mais c'est pour ça que j'ai envie de vous faire un truc, un peu un prétexte de... Moi, je vous parle pas directement de ce que j'ai pu créer, mais par contre, je vous explique toutes les étapes nécessaires, une à une, pour partir de rien, à créer une langue que vous pouvez utiliser sur votre ordi, dans un roman, adapté à vos besoins. C'est un peu l'idée. Alors, je sais que beaucoup en feraient une formation payante, d'ailleurs. J'ai cru comprendre que c'était un plan, des gens faisaient ça. J'y ai même pas pensé. On m'a proposé, m'a demandé si je serais ouvert à faire ce genre de choses, et je pense que je vais le faire tout à fait gratuitement, parce que j'ai très envie de partager ça. Et du coup, je vais être une concurrence très déloyale pour ceux qui comptent faire payer ce genre de choses. Il y a deux, trois bouquins qui existent sur le sujet, hein, qui sont payants. Voilà. Yomi Denzel t'a contacté, je ne sais pas qui c'est. En tant qu'aphantasique, du coup, je me suis tourné vers le jeu de plateau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui voient pas les images. Ça me rend fou, ça. T'as un locuteur imaginaire pour échanger? Non. Non, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur des lois phonétiques. ChatGPT est bon là-dessus, figurez-vous. ChatGPT, si vous connaissez rien à la linguistique,
et que vous lui demandez, alors elles sont pas toutes très justes, mais les noms sont justes, mais les exemples sont pas toujours très vrais. Et vous lui demandez de vous citer 30 lois phonétiques importantes avec des exemples et des références. Il s'en sort plutôt pas mal. En tout cas, les noms des lois sont toutes des noms véritables. Tout ce qui m'a sorti, les exemples sont pas toujours vrais. Mais du coup, ça permet de... C'est pour moi un point par lequel, une porte par laquelle tu peux rentrer pour t'initier à ce qu'est la linguistique historique et l'évolution d'une langue. Puisqu'il y a des lois phonétiques. Des lois phonétiques, c'est en fait comment est-ce qu'on passe d'un état A à un état B, phonétiquement parlant. Comment est-ce qu'on l'explique? ChatGPT est très doué pour créer des noms sinon. Gérer des noms de perso. Ouais, mais je suis pas fan là-dessus. En l'occurrence, je suis pas fan de cette utilisation de ChatGPT. Mais c'est un escroc entrepreneur qui vend des formations bidons en ligne pour entreprendre. Mais il y en a plein. Dans la sphère Birilis Uncel, mais il y en a tellement. En plus, il y en a tellement qui surfent sur l'IA en mode sur Instagram en mode comment j'ai fait cette vidéo IA en moins de 30 minutes et comment j'ai généré 40 000 euros alors que tout est automatisé. Je vous donne la recette. Écrivez lien en commentaire pour que je vous le partage. Et lui, il a même code un robot qui du coup envoie en DM les formations. Écoutez, quelqu'un qui a trouvé le moyen de gagner 40 000 euros par mois grâce à l'IA, il n'a pas besoin de vous apprendre comment gagner 40 000 euros par mois grâce à l'IA. Par contre, il a vraiment besoin que vous achetiez la formation pour vous faire scam. Ce commerce-là, il repose uniquement sur là-dessus. C'est terrible. Il y a des formations qui sont plutôt OK, qui peuvent exister. Par exemple, je vais faire sa pub. Vous savez quoi? Je vais faire sa pub. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Mais il y a un mec qui s'appelle... j'en ai déjà parlé ici. Cyril Destocky, qui est un écrivain, qui a une chaîne YouTube et qui écrit des bouquins. Et il explique notamment comment telle personne écrit ses romans, comment telle personne a percé dans le monde de l'édition, etc. Et il a écrit une ou deux formations, une sur le chaudron de tel et une sur une autre. Et il me les a données gratuitement pour que je puisse les lire, voilà, si j'avais envie. Et ben, j'ai vraiment appris plein de choses. Donc là, je me dis, c'est quelqu'un qui est écrivain, qui est passionné de lecture, qui est passionné d'écriture, qui fait des vidéos sur la lecture et sur l'écriture, et qui à côté a 2-3 formations sur le sujet, et qui sait de quoi il parle. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Après, il vous vend pas comment vous allez... il vous vend pas un manuel clé en main pour écrire un best-seller qui sera publié, qui sera retenu par un éditeur et qui se vendra des millions d'exemplaires. Parce que si ça, il savait comment faire, il l'aurait fait pour lui. Mais c'est quelqu'un qui était bêta-lecteur aussi. Donc il sait quelles sont les erreurs principales des manuscrits qui arrivent chez les éditeurs, puisque un de ses boulots, lui, c'était de les lire. Donc il sait. Donc ça, c'est intéressant dans ce cas-là. C'est pertinent, une formation écrite par un gars-là sur le sujet qu'il connaît. Ça peut être pertinent. Mais les formations sur la crypto ou sur l'IA, parce que vous êtes tombé sur un gars sur Instagram qui vous dit j'ai gagné 40 000 euros par mois grâce à l'IA, je vous apprends à faire comment, enfin, n'y croyez pas. Le pire, c'est la quantité de formations bidon proposée par France Travail. Oui, bah après, de toute façon, si tu as un organisme certifié, tu peux proposer beaucoup de choses. Hein. Je connaissais une meuf qui s'était reconvertie en neuropathie, hein, financée par le compte CPF. Donc il y a beaucoup de choses hein, de possibles à faire.
Et sur la question de l'écriture du lore ou de la gestion d'un lore, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, c'est un truc que les gens font seuls. Et c'est un truc qui est particulièrement personnel et lié à soi. Et un truc pour lequel il n'existe pas de recette. Moi, ma façon de créer des langues, par exemple, ou ma façon de créer un univers, c'est ma façon à moi. C'est pas une façon... c'est pas la bonne façon. C'est ma façon à moi. Qui ne sera pas la même que la façon d'un autre. En tout cas, vous pourrez le voir quand il sera temps que je vous parle de cette série vidéo que je n'ai pas encore faite. Ça va me prendre bien une semaine de montage, cette connerie, pour que ça fasse 1000 vues. Donc forcément, je suis pas... je suis pas pressé. Mais c'est prévu. Donc 25 balles, ouais, à peu près. Il y a une vidéo en ligne de Stephen King où J.R. Martin parle de ça, justement. Stephen King a écrit un bouquin sur... après son accident de voiture, enfin, il était en train de se promener, il y a un gars qui lui a roulé dessus. Il s'est tapé une bagnole, il est tombé dans un fossé. Il s'est retrouvé en convalescence, et suite à ça, ou pendant ça, il a écrit un bouquin sur comment écrire un livre. Quelles sont, selon lui, les principales erreurs. Et bon, bah, du coup, on va retrouver tout ce qu'on retrouve dans les trucs d'écriture efficace chez certains auteurs à succès qui sont considérés comme des auteurs n'ayant pas de style, c'est-à-dire faut chasser les adjectifs, pas trop d'adjectifs, pas plus de 3 dans une phrase, faire des phrases courtes, éviter d'utiliser tous les synonymes du mot dire, mais plutôt dire. Ne pas trop mettre d'adverbes. Etc., etc., etc. C'est à peu près les conseils qui ressortent partout, parce que du coup, ces conseils ont été très largement diffusés, et même plagiés par beaucoup de gens, sur beaucoup de blogs, et ça s'est imposé comme la façon la plus efficace d'écrire dans la tête des gens, dans la tête de beaucoup de gens qui lisent et qui tombent sur ces guides. Mais il n'y a pas de règle. C'est pas parce que si vous dites répondre au lieu de dire, ou rétorquer au lieu de dire, que votre manuscrit ne sera pas bon. C'est une première chose. Et ensuite, l'écriture... Enfin, moi, il y a quelque chose... Il y a l'écriture. Moi, je trouve que c'est le plus dur. Écrire, c'est dur. Mais la construction de l'univers et de l'intrigue, je trouve que c'est... Je trouve que c'est le plus... En vrai, c'est le plus intéressant à faire. Et c'est souvent ce qui manque le plus dans un bouquin. Dans un bon livre, souvent, ce qui manque, c'est un bon scénario. Et une bonne façon d'identifier le personnage. Moi, j'ai du mal à identifier le personnage très souvent. Et donc, il y a quelque chose... il y a quelque chose de ça qui relève de ça, voilà. On n'est pas aux charrues à boire du GHB. J'aime pas où c'est les charrues, je sais même pas ce que c'est. Vieille charrue, non? J'ai entendu parler, mais... Et il y a quelque chose... Il y a des auteurs comme ça qui marquent. Bon, Stephen King, par exemple, il pisse du bouquin, mais Stephen King, je vais pas vous mentir, un livre sur deux, je le trouve insupportable à lire. Le dernier de Stephen King que j'ai lu et que j'ai bien aimé, je vais vous dire, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Putain, il en écrit tellement. Celui-là, c'est quoi? Non, Oli, je l'ai pas lu, je crois pas. Après, je l'ai lu, j'ai bien aimé. L'Institut, j'ai pas aimé du tout. Enfin, ouais, il y a à boire et à manger, je trouve. Ah non, je lis les traductions. Moi, je dis qu'en français, hein, je dis pas de roman en anglais.
Écrire, c'est facile, mais faire que son écriture soit agréable pour beaucoup de monde n'est pas l'évidence. Ah, moi, je trouve qu'écrire, c'est difficile. Je trouve ça... Moi, les gens qui composent de la musique et qui composent du texte, ils ont mon admiration la plus totale. Je trouve ça tellement mystérieux et cryptique et difficile. Après, c'est un entraînement, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas facile. Mais souvent, c'est une bonne histoire. Moi, la dernière fois que j'ai lu, là, c'était quoi, Marguerite, je crois que ça s'appelait. Putain, je sais même plus, ça s'appelait Marguerite, un truc comme ça, là. Je sais même pas comment il s'appelle. Non, Angélique. Angélique. Comment... C'est un bouquin. Guillaume Musso. J'ai trouvé incroyable ce livre. J'ai trouvé ce livre incroyable. Il est très court. 320 pages quand même. Mais terriblement efficace. Vraiment super. Après, bon, c'est un peu tout est trop beau hein, pour que ce soit vraiment. Et l'intrigue est très efficace, quoi. J'ai une théorie sur les acteurs qu'on peut appliquer aussi aux auteurs, à savoir qu'ils feront une voire deux œuvres bien dans leur vie. Et que du coup, on devra avoir 3 chances en tant qu'acteur, puis laisser la place aux autres concernant le cinéma. Pour moi, les acteurs sont des outils, donc c'est un peu difficile de dire ça. Pour moi, les acteurs sont des outils. Des outils au service d'un scénario et d'une réalisation. On parle d'écriture, de romans, de création, qui est l'un de mes sujets préférés, mais l'un des sujets dont on parle jamais ici. Les gens, quand ils ici, veulent du sang. Ils veulent pas m'entendre parler de comment est-ce qu'on invente des langues, comment est-ce qu'on donne une histoire à un peuple, et de comment on le met en texte. Ça, pour le coup, c'est une étape que je ne maîtrise pas vraiment. Les réalisateurs parient leur film sur un individu. Ça dépend, hein, franchement. Mais je sais pas s'il y a vraiment des gens qui parlent... Alors, il y a des gens qui parlent de lore, il y a plusieurs chaînes qui parlent du lore du Seigneur des Anneaux, du lore d'Harry Potter, ou du lore de Game of Thrones. Et c'est cool. C'est cool, hein. Moi, j'écoute ça pour m'endormir. Et ouais. J'adore lire les livres d'histoire, mais je trouve certains auteurs abusent et sont vraiment jargonneux, genre Han Sheng et l'histoire de la pensée chinoise. Je connais pas ce livre, mais oui, c'est dur. En fait, c'est toujours dur de trouver l'équilibre entre les mots précis, mais en même temps les mots qui doivent rester compris par tous. Moi, il y a un type de bouquin qui me plaît beaucoup. Et j'ai vu ça, c'est dans quel livre que j'ai vu ça? Je trouve ça vraiment trop bien. C'est le fait de mélanger mettre dedans des articles de journaux, des trucs, des machins, mettre des documents pour essayer de densifier, faire une parenthèse dans le livre. Je trouve ça super cool. Le Lord de Warhammer, moi aussi, j'en ai bouffé du Lord de Warhammer aussi. Game of Thrones, qui est, enfin, J.R.R. Martin, qui est un peu, je sais pas si c'est encore le cas, mais perçu comme l'auteur qui assassine ses propres personnages. Mais en même temps, c'est normal. Enfin, les personnages, normalement, tous les destins ne sont pas exceptionnels. Les destins peuvent être brisés aussi. Je suis en train d'écrire un article sur le lore. Quand je rencontrais des jeunes auteurs, le plus gros souci en général, c'était qu'ils avaient tous un lore, mais aucune histoire. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Moi, j'ai un univers très développé. J'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de timelines, j'ai beaucoup d'idées précises, j'ai beaucoup de peuples différents, sur des siècles, ça se passe sur des siècles, etc., etc. Mais il n'y a pas d'histoire forte. Et en fait, raconter l'histoire de pays que les gens ne connaissent pas, n'identifient pas, et n'associent à aucun personnage auquel ils sont attachés, n'a pas beaucoup d'intérêt pour les gens.
Ça, c'est vrai. Tu peux le faire a posteriori. J.R.R. Martin a sorti... D'ailleurs, je l'ai ce bouquin. Putain, c'est... Comment il s'appelle ce bouquin? C'est les chroniques de Westeros ou une connerie... Putain. George Martin. Pourquoi je l'appelle G.R. Martin? Si c'est ça? Feu et sang. Peut-être bien. Si, c'est bien ça, G.R. Martin. Putain, je trouvais pas le Wikipédia. Oui, tout à fait. Si ça tombe, ton lore est un banger universel, c'est-à-dire... C'est dur pour un premier bouquin de partir sur une épopée, 1000 pages d'une épopée épique, il faut pas faire ça. C'est comme le meilleur conseil que je pourrais donner à des gens qui veulent faire des vidéos sur Internet. Et c'est un conseil que j'ai déjà délivré à plusieurs reprises à des gens qui voulaient se lancer sur YouTube. Et je vous le délivre à vous si vous êtes dans le chat et que vous êtes tenté par l'expérience, ou vous en VOD qui seriez tenté par l'expérience. C'est très important et je vous le dis vraiment. Ne commencez jamais par le projet qui vous tient le plus à cœur. Si vous avez une très bonne histoire à raconter, un sujet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, traitez-le après avoir dédié au moins 1000 heures à l'activité, aux médias par lequel vous voulez vous exprimer. C'est un minimum. C'est très important. Sinon, vous allez juste le ruiner. Vous allez vous en vouloir et vous allez vous décevoir. Et décevoir les autres. Et peut-être même être source de moquerie. Et sauf que si ça vous tient particulièrement à cœur, vous ne voulez surtout pas ça. Vous voulez être estimé pour ce que vous avez à transmettre. Pour ça, il faut maîtriser un peu l'outil, un peu le média dans lequel vous allez vous investir. Et donc, il ne faut surtout pas commencer par ça. Il faut commencer par tout ce que ne suscite pas d'attachement émotionnel chez vous. Et c'est ce que j'ai commencé, moi, en faisant YouTube. En faisant YouTube, j'ai commencé en parlant d'expression. Je faisais des vidéos de 3 minutes en parlant d'expression. Le montage était franchement pas terrible. C'était la première fois que je touchais un logiciel de montage. Les vidéos étaient mal tournées, mal éclairées. Mais en même temps, je m'en bats les couilles. La vidéo de ma vie, c'était pas jour ouvrable, jour ouvré, ou pourquoi est-ce qu'on dit payage, est-ce que ça vient de payer. C'est pas ça les vidéos que j'avais le plus envie de faire. Les vidéos que j'avais le plus envie de faire, c'est celles que je suis en train de faire maintenant. C'est celles sur lesquelles je bosse en ce moment, et ça a été par exemple la vidéo sur Star Wars, ça a été la vidéo sur Orwell, et c'était déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans après avoir commencé à faire des vidéos sur Internet. Et donc, parce qu'il faut maîtriser les outils. Donc il faut commencer petit. Donc si vous commencez par de l'écriture, commencez par des nouvelles ou par des romans très efficaces avec très peu de personnages. 2, 3 personnages max, une intrigue efficace, straightforward. Déjà parce qu'au moins vous allez réussir à aller jusqu'au bout. Le plus dur, c'est de terminer un livre. C'est que 5% des gens qui se lancent dans l'écriture qui arrivent à terminer un livre à l'écriture. Moi par exemple j'en ai écrit un qui attend au chaud, de romans. Il faut que je repasse d'ailleurs. Et on vient tout le temps réécrire un peu la vidéo, tout comme on vient remonter les débuts d'une vidéo qu'on est en train de monter sans avancer dans le montage. Faut commencer comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que vous sauriez faire. C'est comme ça aussi que vous allez devenir fier de ce que vous faisiez. J'ai reçu un gars qui lisait mes histoires à l'époque. 20 ans après, il m'a demandé la suite et il l'a lu à son enfant. C'est cool. Moi, pour écrire mon livre, le roman que j'ai écrit il y a 4 ans déjà, 5 ans maintenant. C'est simple.
Je me disais, moi vous savez, je travaille le soir, je me disais, tous les soirs, après avoir mangé et jusqu'à au moins minuit, tu écris. J'avais un tableau Excel, je l'ai toujours, un tableau Excel avec tous mes chapitres, toutes mes scènes, parce que moi je suis quelqu'un qui planifie tout. Rien ne doit être laissé au hasard, donc toutes les scènes sont écrites. Tout ce qui se passe dedans. Et après, il faut écrire. Et tous les éléments marquants, tous les points de détail. Moi, en essayant d'avoir des proportions, c'est-à-dire dans le premier tiers du livre, il se passe ça, dans le deuxième tiers, il se passe ça, dans le dernier tiers, il se passe ça. Et ensuite, tous les jours, 1 à 2 heures par jour, t'écris ton truc. Et à la fin, une fois que t'as fini, tu le ranges, et tu le ressors 2 mois plus tard, et tu le relis. Et quand tu le relis, il y a plein de trucs qui te sautent aux yeux. C'est important. Mais je trouve que l'exercice de la nouvelle, il est compliqué. C'est comme l'exercice du court-métrage. Faire en sorte d'être attaché à un personnage en 5 minutes ou en 10 minutes, c'est beaucoup plus dur que de rendre un personnage attachant en 1000 pages. Chaque fois que je relis mes notes d'écriture, je cringe. Oh bah moi aussi. Évidemment, c'est un sentiment qu'on connaît tous. Hein. Je pense qu'on finit par s'habituer. Par exemple, il faut savoir que quand vous commencez à faire des vidéos sur Internet et que vous voyez dans le retour et que vous montez les vidéos où vous êtes en face de vous-même, au départ, vous êtes vous-même insupportable. C'est normal. Moi, maintenant, je fais même plus attention. Voilà. Pas d'accord du tout sur garder votre bonne idée pour quand vous aurez de l'expérience. Il vaut mieux avancer à fond sur un premier projet qui sera certes moins bien et juste ne pas en attendre grand-chose. Le toi, dans 5 ans, ne trouvera sûrement pas ton idée géniale d'aujourd'hui aussi folle que de toute façon. Il faut en profiter tant que ça te motive. De toute façon, tant que tu fais pas de bêtises, genre le publier à compte d'auteur, t'as pas cramé ta chance. En fait, les gens ne finissent jamais. Et c'est ça aussi qui est source de déception, c'est les gens ne finissent jamais. Et toi, tu dis, oui, mais de toute façon, dans 1 ou 2 ans, le projet de ta vie, c'en est un autre. Mais c'est pas mon cas. Moi, depuis que j'ai 14 ans, je sais que le projet de ma vie, c'est de transmettre mon univers que j'ai créé. Et c'est ça le projet de ma vie. Ça fait 20 ans que je me suis dit ça, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi vrai. Je ne vais clairement pas publier quoi que ce soit, des histoires que je trouve les plus intéressantes, en première intention. Au contraire. Je vais publier des histoires annexes, où je vais travailler sur des histoires annexes, et puis quand je sortirai le vrai truc, bah au moins je serai sûr de moi. Chacun son parcours, chacun sa façon d'avancer. Le pire, c'est donner des conseils, non. Bah alors, les conseils, non. Moi, les conseils dans la vidéo, je les donne quand même parce que pour une personne qui va réussir et qui va être content de sa première expérience, de son projet dont il avait très envie en première intention, vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui sont déçues, qui ne sont jamais allées jusqu'au bout, qui ont même des fois investi de l'argent parce que comme ça devait être bien tout de suite, il fallait mettre de l'argent tout de suite dedans. Et moi, je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai croisées qui me disent moi, je voulais me lancer aussi, j'ai commencé à bosser là-dessus, là-dessus, le machin, jamais fini le script, ou jamais fini la vidéo, ou je l'ai tourné mais je l'ai jamais monté, etc., etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai moi-même fait cette erreur au départ. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, les premières vidéos que j'ai faites n'ont jamais été publiées. Les 2 premières vidéos que j'ai faites n'ont jamais été publiées. Je les ai faites en 2012 ou en 2013. C'était mal filmé, c'était mal expliqué, c'était chiant. Et mon ex me l'avait dit de manière très violente à l'époque d'ailleurs. J'avais tout rangé, j'avais honte, et j'ai mis 2 ans pour pouvoir profiter de la vulga qui me faisait très envie, pour m'y investir très sérieusement, en pensant que je n'y arriverais pas. De toute façon, en pensant que je allais le faire par passion, et par envie, et pas pour autre chose. Et c'était une vidéo sur... putain, j'ai cassé mon stylo. Une vidéo sur les langues inventées. Et j'ai attendu du coup plusieurs années après avoir commencé à faire des vidéos sur Internet pour en reparler.
c'est dur. En fait, c'est dur. C'est dur, hein. En fait, c'est pas très bon pour l'ego quand il y a vraiment un projet qui vous tient très à cœur et que vous. En fait, le truc, c'est qu'aussi quand les gens ne connaissent pas le média dans lequel ils s'expriment et qu'ils vont explorer, ils se font une représentation de ce qu'est le travail et de ce que sont les étapes à suivre qui n'est pas réaliste. Et qui n'est pas en accord avec leur capacité. Et du coup, ça paraît à la fois trop facile et en même temps, tu te rends pas forcément toujours compte que tu fais pas bien les choses comme il faut, etc. Il y a plein de très mauvaises web-séries sur YouTube, par exemple, inachevées, avec 3 potes, voilà, c'est terrible. Il y a le bon isekai et le mauvais isekai. Le bon où le lore est distillé par petites touches en réaction des actions du héros, et le mauvais isekai, le lore est largué par chaque perso que les héros rencontrent. Après, Tolkien, c'est ça. Hein. Tolkien, c'est des pages et des pages de description, d'histoire, de machin. C'est lourd, hein. Donc moi, c'est mon conseil. Après, vous ne pouvez ne pas l'écouter. Si vous considérez que vous avez un projet vidéo, vous n'avez jamais fait de la vidéo de votre vie, vous n'avez jamais touché une caméra, vous vous dites aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était pas pareil, mais vous dites aujourd'hui, plutôt que vous dire il y a des tutos, il y a machin, c'est bah de toute façon il y a l'IA pour m'aider à faire les effets spéciaux, il y a l'IA pour m'aider à faire le montage, parce que l'IA fait du montage maintenant. Il y a l'IA qui pourra m'aider à écrire, à vérifier si mon scénario est bien. Donc au pire, j'ai des conseils et des garde-fous. Et un filet. Et je serais pas aussi perdu que les gens qui se lançaient avec leur bite et leur couteau. Ce sera peut-être vrai, hein, en partie. Pour autant, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est la difficulté, encore aujourd'hui, de réussir à faire de très bons effets spéciaux tels que tu les imagines dans ta tête par IA. C'est très dur. Ou un montage efficace, l'IA va te faire un montage très mécanique, mais ne fait pas forcément un montage qui dit grand-chose. Il n'y a pas trop d'intention de réalisation, ce qui est quand même malgré tout très important. Et sur la cohérence du texte ou le scénario, bon, c'est compliqué. Et en fait, le seul moyen aussi d'acquérir une forme de confiance dans votre travail, c'est d'avoir déjà fait ce travail plusieurs fois. C'est comme tout, en fait. C'est comme vous voulez faire une cabane dans votre jardin. Commencez peut-être par mettre des clous dans une planche. Vous allez voir que ça fait mal à la main, que des fois on se tape sur le doigt, que des fois les planches elles sont pourries, et que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Donc il vous manque certains outils, etc., etc. Et avant de voir directement je vais faire une cabane, bah, faites-vous déjà un banc, une chaise, et puis on en reparle. Jamais vous voulez faire genre de l'ébénisterie, j'en sais rien. Il faut commencer petit à petit parce que vous avez besoin d'acquérir l'expérience, c'est normal. C'est pareil dans tous les métiers hein, là-dessus. Hein. Il faut savoir échouer. Oui, et puis il faut savoir aussi accepter les conseils et faire le tri entre les conseils. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire le tri. Et il se trouve, et ça l'IA, ça date d'avant l'IA, hein, que la plupart des sites qui vous conseillent des choses vous conseillent... en fait, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. C'est souvent assez généraliste. C'est souvent de l'autoplagiat ou du plagiat croisé avec d'autres guides. Parce que tout le monde a envie de faire venir des gens sur son blog pour venir faire acheter des formations. Donc tout le monde distille les mêmes éléments de langage pour essayer de vous appâter. Et même si Internet est une source infinie de savoir, très souvent, pour avoir accès aux 20% qui vous sont utiles, il faut déblayer les 80% de merde qui sont sur le chemin. N'oublions pas que si tu rates ton idée de ta vie, t'as le droit de revisiter l'idée plus tard. Oui, d'accord, mais en fait, la plupart des gens arrêtent, abandonnent, point. Et ils se disent, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Point. Mais parce que la marche était trop haute dès le départ. Pas parce qu'ils sont incapables, ou pas parce qu'ils n'auraient jamais été capables. C'est juste que tu veux te lancer dans la peinture,
Commence pas par te peindre ton autoportrait en essayant de te peindre dans un miroir. Tu n'y arriveras pas. Ou ça va être dur. Donc bon, enfin voilà, c'est... Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, mais... Moi, c'est ce que je vous donnerais quand même comme conseil. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'écriture, faites d'abord 3 petits romans avant de faire le gros roman ou l'épopée de votre vie. Ou alors, et certaines personnes... Alors, il y a le mythe de... telle personne, elle n'avait jamais publié de roman avant, et le premier roman qu'elle publie, c'est un banger, c'est incroyable, c'est génial, et ça fait une saga. Oui, ces gens-là ne partent pas de nulle part. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais été publiés qu'ils n'ont jamais écrit. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais été publiés qu'ils n'ont jamais lu. Et souvent, ce sont des gros lecteurs eux-mêmes. Les auteurs disent souvent, et c'est comme les vidéastes, les auteurs disent souvent qu'ils ne lisent plus de livres à partir du moment où ils se mettent à en écrire. Les vidéastes, c'est souvent le cas. Les vidéastes ne regardent plus de vidéos à partir du moment où ils se mettent à en faire. Il faut se forcer, il faut se tenir à jour, etc. C'est important. Mais tu perds le temps de le faire. Tout le temps où tu pourrais regarder des vidéos, tu préfères en faire. Ces gens-là, voilà, ils sortent pas de nulle part. Ces gens-là ont déjà des expériences de l'écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà été publiés. C'est peut-être aussi ils écrivaient pour eux, ils écrivaient pour d'autres, ils écrivaient autre chose, ils écrivaient, voilà. Discussion intéressante, perso, le conseil que j'ai donné, c'est ne pas hésiter à jeter. J'ai balancé des tonnes de scripts, j'hésite pas à tirer un trait sur plusieurs jours de boulot et petit à petit je jette de moins en moins. Ouais, moi aussi, il y a des scripts qui ne sont jamais sortis, j'ai des vidéos qui ne sont jamais sorties, hein, même des vidéos qui ont déjà été tournées, que je n'ai jamais sorties parce que c'était plus dans le moment, c'était plus dans le tempo de la chaîne, c'était même plus trop dans ce qui me plaisait, du coup je me suis dit, je préfère bosser là-dessus, et du coup j'ai dodge. J'ai évité de sortir le truc, je l'ai lancé sur le côté, et dans les scripts, souvent, moi, des fois, je coupe au montage, je coupe des bouts au montage, quand ça rentre pas, quand c'est pas bien. Déjà, souvent, quand j'ai un doute à l'écriture, je le tourne quand même par acquis de conscience. Mais des fois, souvent, je finis par l'abandonner au montage. Et à l'écriture, souvent, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je fais un premier jet, un peu mélangé, un peu brouillon sur un document. Et après, je prends un document totalement neuf. Et je reprends, je dispatche et je remets dedans. Ce qui me paraît être le plus pertinent. Et je me rends compte qu'il y a des pièces qui rentrent pas dans le puzzle. Et du coup, je les laisse de côté. C'est pas grave. Mais ça, c'est difficile. Par exemple, on en avait parlé un peu avec Clément, je crois, quand il est venu, mais... D'ailleurs, il y a une vidéo avec Clément qui va ressortir, je sais pas si c'est la prochaine ou la suivante, je crois que c'est la prochaine. Oui, c'est la prochaine. Il se trouve que Clément, par exemple, qui n'a jamais écrit de vidéo, avait du mal à comprendre que lui voulait mettre toutes les informations. Et tout ce qu'il pouvait avoir, lui qui pouvait l'intéresser, voulait le mettre. Et en fait, du coup, j'ai eu cette discussion avec lui, je lui dis, mais faut pas que tu perdes l'objectif de qu'est-ce que tu veux que le public retienne de la vidéo. Et c'est par rapport à cet objectif-là que tu fais aussi ton tri. Si en fait le public il repart embrouillé, et pour moi la vidéo sur l'Arabe de France c'est une vidéo où clairement c'est une vidéo catalogue, il y a trop d'informations. On s'en sort pas. Et oui, pour toi c'est très important de parler de ça, mais dis-toi que la plupart des gens ne savent même pas des pays et des langues dont on parle. Ils ne les connaissent même pas, ils savent même pas qu'elles existent. Donc de toute façon, on est sur autre chose. Mais c'est aussi difficile de faire la balance entre qu'est-ce qui peut intéresser les autres et qu'est-ce qui t'intéresse toi. Moi, je pense qu'il faut s'écouter, parce qu'on fait aussi avant tout les vidéos pour soi. Ou des bouquins, on les écrit avant tout pour soi. Moi je fais des vidéos parce que j'ai envie d'être fier de moi. Je suis très content qu'elles vous plaisent. Ça me fait chier quand elles vous plaisent pas. Et je me remets en question quand elles vous plaisent pas. Pour autant, dans mon cerveau, je suis désolé de vous le dire, hein, mais je suis prioritaire sur vous. S'il y a un doute entre comment le public va le recevoir et est-ce que j'ai très envie d'en parler, souvent je vais quand même en parler. Voilà. Selon toi, quel vulgarisateur est le bon exemple de ce qu'il faut faire ? Il y a tellement de façons différentes de vulgariser que c'est impossible de dire. Et personne ne cible totalement public de néophyte ou totalement public d'experts. On place son curseur à un endroit, ce qui fait qu'on, dans la vulgarisation, de toute façon, on déçoit toujours ceux qui sont trop experts, et on est
toujours un peu trop inaccessible pour ceux qui n'y connaissent totalement rien. En termes d'écriture, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend ce que vous aimez. Très honnêtement, là, comme ça, vous me prenez au dépourvu. J'ai pas de nom à vous donner. J'ai pas de nom à vous donner. Je sais pas trop. Moi, j'aime bien Syllabus, par exemple. Je trouve que c'est toujours une bonne porte d'entrée pour beaucoup de choses. Tu vous vois les viewers, non, vous êtes au pluriel, vous êtes plusieurs. Moi, je déteste les gens qui tutoient dans les vidéos. Ça me fait péter un câble. Pour de vrai. Ça me fait vraiment péter un câble, les gens qui tutoient leur communauté. Pour certaines vidéos, les experts kiffent alors qu'ils apprennent rien. Ils apprécient vraiment qu'on parle de ce qu'ils font. Bah ça dépend, ouais, ça dépend des sujets, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, la vidéo sur le nucléaire a été très très bien reçue, moi, par les gens qui travaillent dans le secteur. Beaucoup moins par beaucoup d'autres gens. Faut pas se mentir. Même si globalement elle a été très bien reçue. Hein. Mais en même temps, c'est pas automatique. Ça dépend vachement. J'aime beaucoup les vidéos de Valentine. Les vidéos de sciences de comptoir, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de regarder une liste sous les yeux. J'ai une liste sous les yeux. Faune Cool, là, que j'ai découvert récemment, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est sur l'enfouissement des déchets, le devoir de mémoire, oui. Plus on est sachant, plus on est bienveillant. Les malveillants sont souvent pas les experts qui prétendent l'être. C'est vrai, mais du coup, moi, je déçois souvent des gens. Hein. Je déçois souvent des gens en mode, mais il a pas parlé de ça. Eh bien non, parce que ce n'est pas un module de 15 heures à l'université. Voilà, en cours de master, je sais pas quoi. Non, c'est une vidéo qui dure 20 minutes sur YouTube. Désolé. L'esprit critique, je suis pas très client, non. Je suis pas très client de l'esprit critique. J'aime bien Yann tout court. En ce moment, voilà, je regarde. Mais après, c'est parce que c'est aussi l'histoire faite différemment. Je sais pas, après, j'ai pas de. C'est compliqué en fait. Enfin... Ça dépend quoi, ça dépend quel sujet. On a toutes des sensibilités différentes aussi par rapport à ça. La musique déconne. Linguistique, je dirais, il y a à boire et à manger. Il y a des vidéos dont je suis. Des vidéos que j'aime beaucoup moins, que j'ai pu faire, et des vidéos que j'aime beaucoup plus. Je suis très content de ma vidéo sur Orwell, encore aujourd'hui. Par exemple. Je suis très content de la vidéo sur la loi immigration. Je suis très content de la vidéo sur les archives. Je suis très content de la vidéo sur le dictionnaire de l'Académie française. Peut-on créer une langue par IA? Bah, elle a pas du tout marché, donc on va dire que je suis un peu, voilà. Globalement, je suis quand même content de mes vidéos. Des fois, je pense que je pourrais les rendre plus sexy. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Ouais. Il y a des projets Vulga autres que tu veux développer? Oui, c'est en cours. On va déposer un dossier CNC pour. Bon, je me fais pas trop d'illusions. Mais on a un truc sur les archives, justement. Et bon, vu le nombre de vues que la vidéo sur les archives a fait... Je sais pas si c'est le bon plan, mais oui. Tu as dû faire une vidéo sur les langues inventées pour des œuvres comme Star Trek. Si vous me donnez 20 000 euros, je fais une vidéo banger sur les langues de Star Trek. J'ai le scénario déjà. J'ai déjà le scénario. Je sais déjà où j'irai tourner.
J'ai juste pas les sous. J'ai pas les sous du tout. Ça coûterait 20 000 balles. Au moins 20 000 balles. Si c'est pas 30 000. Et ça, c'est si on fait ça en mode système D, hein. Tatooine? Non, 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 mais je vous dis pas où j'irai tourner. J'irai pas forcément tourner très loin, c'est à 3 heures de route. Peut-être même un peu moins. Mais ouais. J'ai déjà écrit la vidéo. À peu près, dans les grandes lignes, la vidéo est déjà écrite. J'ai regardé tout Star Trek, donc j'ai tous les rushs avec tous les timecodes de tout ce que je veux aborder. Il me manque les sous. Mais je vais pas vous demander cet argent-là, surtout pas en ce moment. C'est très gentil déjà de m'aider sur Tipeee, c'est très gentil à vous. L'idée, c'est déjà de pouvoir commencer à me payer correctement, c'est-à-dire au moins le SMIC, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et déjà de faire 2-3 projets quali, j'ai 2-3 gros projets entre-temps à faire, mais j'adorerais faire cette vidéo sur Star Trek, bien sûr. J'adore Star Trek. J'aime beaucoup, beaucoup Star Trek, j'ai tout vu, j'ai tout regardé, je peux vous en parler pendant des heures. J'ai une bonne idée de scénario, je pense, en tout cas une idée un peu drôle. J'ai déjà j'ai déjà des idées de comment la vidéo pourrait se faire. Il avait été question de la faire à partir de 2021, et puis avec le Covid, ça a tout arrêté, et puis voilà. Non, j'irai pas en Haute-Saône. J'irai pas à la barre, non. T'aurais besoin d'un riche mécène, je suis pas sûr que ce soit dans la philosophie de la chaîne, mais j'adorerais avoir un riche mécène qui me paye une vidéo sur Star Trek. Hein. Je veux le classement des séries TNG en haut, j'imagine. Je mettrais Deep Space Nine en haut, je pense. Non, je mettrais Deep Space Nine. Après, aujourd'hui, on pourrait mettre Prodigy. Prodigy est une très bonne série. Tu regardais Star Trek Strange New Worlds et tu... Ouais, c'est pas la meilleure. Et peut-être, mais j'ai déjà demandé assez d'argent à la communauté comme ça. Ça m'a... On va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc c'est très gentil à vous déjà de contribuer. On va refaire un appel à Tipeee avec la prochaine vidéo sur le Maltais. Donc bon. C'est la meilleure des séries récentes. Non, c'est Prodigy. Prodigy est la meilleure des séries récentes. Je sais pas comment m'engager dans le truc pour bien comprendre l'univers. Oh, franchement, on commence par n'importe laquelle des séries que tu veux. Et... Sauf Discovery. Surtout pas. En même temps, je suis sûr que c'est dans l'un des lieux suivants. Et là, tu me listes tous les lieux potentiels à 3 heures de route de chez moi. Non. Le Lower Deck, c'est pas la même ambiance. Je n'accrochais pas Star Trek dans les années 80, mais les reboots étaient plutôt bien. Oui, tu parles des films. Les films, c'est la goutte d'eau. Les gens qui pensent être tricky parce qu'ils ont vu les films de J. Abrams, c'est comme les gens qui pensent être de gauche parce qu'ils ont voté une fois François Hollande. Si je peux me permettre. Il en faut plus. Il en faut plus. Discovery, c'est la première série que j'ai regardée. Dans l'ordre, j'ai fait Discovery, Enterprise, Next Generation, Deep Space Nine, putain, Genoway, c'est quoi? Dans le cadran, l'autre cadran, là, le cadran gamma, là. Je sais plus combien, là. Voyager, merci. Après, la série originale, j'ai regardé. Ensuite, j'ai regardé Lower Decks. Prodigy, Strange New World. Très bien, Voyager. Oh. Ouais, j'aime bien le cuisinier. Il est gaulerie. Voyager, des moments, c'est raide. Hein.
chaque côté, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus de chaque côté. Le docteur, ouais, Picaro, là. Ouais, le docteur, il est ok. Je l'aime bien, le docteur. Hein. Euh... Pour ça, c'est la série originale en premier. Non. Oh, pitié, bon, pitié, s'il vous plaît, quand même, la série originale. Mon Dieu. Mais Bellana, là, tout ça, là, moi, je les ai déjà oubliés, ces gens-là. La moitié du crew de Lower Deck, la moitié du Lower Deck de Voyager, je l'ai oublié. Je me souviens des Kaizen, je me souviens du cuisinier avec sa femme chelou. Ah si, Seven of Nine, bien sûr. On se souvient bien. Mais sinon, Anna Hansen, ça, dans son nom. Deep Space Nine, pour le coup, je crois que je me souviens vraiment de à peu près tout le monde. Chaque côté, l'acteur, ouais, l'acteur, il est pas de ouf progressiste, ouais. Mais comme dans la série originale, hein. William Shatner, c'est pas le wokiste du jour. Voilà. DS9, c'est Benjamin Sisko. Ouais, c'est avec les nazis de l'espace, les Cardassiens. Avec les changelings, là, les corrigans. En français, c'est les corrigans. Il y a des enfants. Il y a des enfants aussi. C'est une série dans laquelle il y a enfin, il y a des enfants aussi dans Next Generation. Vous me direz, il y a l'autre con là du fils là de la docteur là qui est insupportable. Will Wheaton là, insupportable. Mais sinon, il y a vraiment des enfants. Du coup, t'as Nog et le fils de Cisco. T'as O'Brien qui fait une gamine là. C'est plutôt des Japonais impériaux que des nazis. Les Kardashians, c'est des nazis. Les Kardashians sont des nazis. C'est les nazis de l'espace, hein, vraiment, les Kardashians. Désolé, hein. Il y a un débat sur Reddit sur le sujet. Est-ce que les Cardassiens ont été inspirés de l'ex-URSS ou alors des nazis? Apparemment, c'est plein de morceaux de l'histoire. Apparemment, l'une des inspirations de la culture serait la culture prussienne d'avant la Première Guerre mondiale, une culture militariste, rigide, chauvine. Mais l'occupation serait inspirée potentiellement de l'occupation britannique en Inde, avec du coup le système de caste religieuse qui serait du coup les Bajorans. Je sais pas. Mais en même temps, c'est inspiré un peu du KGB. Ça est inspiré de tous les autoritarismes. Donc c'est un peu tous les nazis du monde entier. Les nazis sont les Romuliens. Non. Non, les Romuliens sont pas des nazis. Le groupe qui chante, c'est Norther. Apparemment, l'inspiration de... Ben, l'inspiration... Bon, c'est dans le nom, hein. L'inspiration, je suis bête. L'inspiration des Romuliens, c'est la Rome antique. Avec des sénateurs, des provinces, des préteurs, des proconsuls, un sénat impérial. Etc., etc. Les Vulcains sont inspirés d'un truc assez dingue que personne ne connaisse, l'Inde du Moyen-Âge qui aurait continué sur sa trajectoire scientifique et sociale en vivant une révolution anticaste. Ah ouais. Mais enfin voilà, les Romuliens, c'est un peu particulier.
Moi, j'aime bien les Ferengi, moi. Mes préfs, c'est les Ferengi. Je vous le dis, hein. C'est vraiment les capitalistes. Tout est payant. Tout est super cher. Créer un syndicat est puni de mort. Il y a tout un épisode sur la lutte sociale. Le droit des femmes, on n'en parle même pas. Les femmes n'ont même pas le droit de porter des habits. Moi, j'aime vraiment beaucoup les Ferengi. Il y a l'épisode qui est très drôle où ils vont sur Terre pendant la guerre froide. Et ils veulent mettre en concurrence les Américains et les Russes pour leur acheter leurs marchandises. Mais je crois qu'en plus, chez les Ferengi, c'est pas que les femmes n'ont pas le droit de porter des habits, c'est que les femmes n'ont pas le droit de faire du profit et n'ont pas le droit de tenir un commerce. Mais après, il y a la mère de Rome et de Nog, là, non, de Rome et de Quark qui pète une durite et qui se met à porter des habits. Et les hommes sont vraiment des assistés à la maison. Genre, leur femme ou leur mère doivent leur mâcher leur nourriture. Est-ce qu'il y a une liste des règles d'acquisition des Ferengi? Ouais, il y en a un truc sur la fandom. J'ai une liste des devises d'acquisition des Ferengi. Je vais vous en lire quelques-unes que j'aime beaucoup. La première, c'est dès que tu as leur argent en poche, tu ne le rends jamais. Argent perçu n'est jamais rendu. La numéro 6, par exemple, c'est ne laisse jamais la famille te faire de l'ombre sur le chemin des affaires. La 18, un Ferengi sans profit ne peut pas être un Ferengi. La 21, ne place jamais l'amitié avant le profit. Vous êtes très capitaliste. Hein. Numéro 28, ne crie jamais ton succès. Numéro 34, Emmanuel Macron la connaît très bien. La guerre fait marcher les affaires. Et la numéro 35, la paix fait marcher les affaires. Numéro 33, il n'y a pas de mal à faire de la lèche au patron. « 94, femelles et finances ne se mélangent pas. » Eh ben. 109, la dignité n'a jamais enrichi personne. Enfin ouais, c'est franchement, oui, l'inspiration des Ferengi, c'est les humains avides, capitalistes, etc. Il y en a une qui est l'exploitation commence à la maison. Si aucune règle ne s'applique, si aucune règle appropriée ne s'applique, invente-la. Ouais. L'inspiration, ce sont les commerçants sur la frontière pionnière américaine au 19e siècle. Ouais, c'est vraiment, mais après, c'est vraiment c'est vraiment une société très, très, très capitaliste. Bah, vraiment, tout l'épisode sur le syndicat, il est trop bien. Historiquement, c'est la première série à mettre un personnage trans qui embrasse numéro 2, qui tombe amoureux du trans alors qu'il était le symbole viril de... Ah oui, tu parles de l'épisode avec la thérapie de conversion.
C'est celui-là, non? Avec la réassignation sexuelle, plutôt? Ouais. Mais après, Star Trek a toujours été en avance sur son temps. Ça, c'est de toute façon évident. La science-fiction permet d'aborder des choses que tu n'aborderais pas aussi brutalement sinon. Les gens se disent, mais ça n'a rien à voir. Lui, il est vert. Tout reflète. Mais c'est un univers fictif, voyons. Ça n'a rien à voir avec le vrai monde. Comment on explique que Star Trek est progressiste? Parce que Roddenberry, le créateur de la série, c'est un gauchiste. Oh, il est mort quand d'ailleurs, Roddenberry? Je l'ai mal écrit. Il est mort en 91. Il est né en 1921 quand même. Il a eu une aventure avec Nichelle Nichols, qui joue du coup Uhura dans la série originale. Ah ouais? J'ai la gorge qui gratte. Après, il y a des épisodes réac. Hein. Mais ouais, politiquement, bon. Il était plus à gauche, je pense, que la moyenne des gens de son époque. Et peut-être un peu obsédé du cul. C'est possible. C'est Galnerius, oui. Galnerius, oui, tout à fait. Mais ouais, ce qui est marrant dans Star Trek, c'est que quand t'es gamin, tu vois pas tout le sous-texte sexuel. Quand t'es adulte, il y a clairement, il a, notamment dans The Next Generation, il est un peu suggéré que beaucoup de gens baisent avec beaucoup de gens. Hein. Et qui s'en battent les couilles, qui sont moitié tous en couple libre, qui font des orgies sur Rise 3. Ça a l'air d'être ok hein, dans leur univers. Mais c'est jamais dit. C'est jamais vraiment dit. Diana Troy est pas mal sexualisée en vrai, sans être vulgaire. Peut-être. Après, tu vois, dans DS9, le plus sexualisé, c'est Bashir. Et c'est celui qui pécho le moins. Et à un moment, on pense qu'il peut pécho, mais s'il pécho quelqu'un, c'est Garak, c'est-à-dire un autre individu mâle d'une autre race extraterrestre. Et finalement, non. Mais bon, ils ont une relation un peu homoérotique. Hein.
Le médecin de bord qui couche à peu près avec tout ce qui se passe, non? Bachir? C'est pas le souvenir que j'en garde. Ouais, après, je sais pas. Hein, Après, tout n'est pas woke dans Star Trek, ça c'est sûr. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a même des listes d'épisodes que je trouve problématiques, moi. Parce que c'est aussi une série de son temps. Voilà. Pour autant, c'était beaucoup plus à gauche que la moyenne des séries de leur époque. Faut voir d'où on vient, hein. Quand même, hein. On vient de loin, hein. En la matière. Dans Star Trek, on ne parle pas d'argent, mais alors si, dans DS9. Dans DS9, il y a ce truc qui est intéressant. Que la Fédération est mobilisée pour occuper la base stellaire DS9, qui est autour de Bajor, qui est en face du trou de verre, là, et qui était avant occupée par les Cardassiens, et qui est du coup une base à la frontière de l'univers, un peu comme c'était une sorte de cité-état de la Fédération, entourée de populations de cultures et de traditions différentes. Et donc la Fédération doit avoir une interface avec ce monde extérieur. Ce qui fait que l'utopie communiste dans laquelle ils vivent tous dans Star Trek, c'est quand même une utopie communiste, hein, ne s'applique pas tout à fait sur DS9 parce qu'en même temps, il faut qu'ils aient l'interface. En fait, dans Star Trek, il y a toujours cette question qui revient dans toutes les séries, c'est de est-ce qu'il faut imposer sa volonté aux autres peuples ou les illuminer pour leur bien, ou est-ce qu'il faut au contraire les protéger de notre influence, quand bien même ils auraient peut-être à y gagner. Et en fait, beaucoup de questions qui, du coup, c'est de là d'où émane la Prime Directive, etc. Beaucoup de questions qui ont lieu dans l'univers de Star Trek gravitent autour en fait de cette question de à quel point une civilisation supérieure doit intervenir dans les affaires d'une autre civilisation, notamment quand elle est jugée inférieure. C'est pour ça que les Borg ont été inventés. Les Borg assimilent pour le bien des espèces qu'ils croisent. Toute résistance est futile. Et du coup, il y a des questions, il y a des épisodes super durs. Il y a un épisode où la Fédération doit expliquer à des Amérindiens, enfin des Indiens d'Amérique, des autochtones, vous appelez comme vous voulez, qu'ils doivent déménager, qu'ils doivent se barrer de la planète, parce que leur planète fait partie de la zone qui va être rétrocédée aux Cardassiens. Et du coup, vous avez en gros, c'est Picard, je crois Picard doit l'expliquer à des populations autochtones d'Amérique qu'elles doivent déménager. C'est la Fédération qui a décidé. Et lui, il est pas super à l'aise avec l'idée. Et en même temps, on lui dit, oui, mais c'est comme ça, ou ils vont se faire défoncer par les autres, parce que les accords de paix font que. Et c'est un épisode super complexe, en termes de dilemme moral. C'est intéressant. C'est évidemment fait pour parler de la colonisation. C'est évidemment fait pour parler de ça. Et Star Trek a beaucoup d'épisodes où il y a ce genre de choses abordées. Il y a des épisodes qui sont très connus. L'épisode de DS9 où Sisko est écrivain. C'est très connu. Voilà, dans les années 50, la ségrégation.
Il y a beaucoup d'épisodes nuls à chier aussi. Il y a beaucoup d'épisodes, Et c'est ce qui fait que c'est une série très complexe. Très très complexe, Star Trek. Enfin, c'est une série, c'est des séries très complexes. Avec, par série, pas les mêmes questions. Pas les mêmes enjeux, pas les mêmes façons tout à fait de traiter les sujets, etc. On est à plus de 800 épisodes, ouais. Ouais. DS9 est la seule qui traite du racisme directement et pas en passant par une allégorie via d'autres espèces d'aliens. Et du coup, ce que j'ai l'air de comprendre du documentaire sur DS9, c'est la première série américaine à avoir des scènes composées uniquement de personnages noirs. Alors que c'est pas vraiment un sujet. En fait, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, la première série à qui on a attribué ce titre est une série policière, je crois. Et les gens de Star Trek ont dit, mais hop hop hop, nous c'est déjà arrivé en fait dans DS9. C'est juste que dans DS9, les gens ne s'en sont même pas rendus compte. Parce que c'était pas vraiment un sujet, que certains personnages soient noirs, que certains personnages soient des femmes. C'est une série relativement paritaire, DS9 aussi, en termes de redistribution des rôles et du temps à l'écran. Avec des personnages féminins forts, qui ne se résument pas du tout à leur genre, qui ont des destinées propres, et qui d'ailleurs vont contre leur code de genre. Je pense à la Trill, là, Jadzia Dax, par exemple, qui fait des arts vulcains, etc. Là. Et DS9, c'est quand je crois que c'est en... Ça date de quoi, 95? Avant même? Putain, DS9, ça me sort une voiture. « 93. Mais pas d'égalité salariale, probablement. Tu veux dire entre les acteurs? Mais je crois que c'est un sujet, ça, dans le documentaire sur DS9. Une des premières séries à avoir installé une trame fil rouge, contrairement à la traîne des épisodes du Village à l'époque. Oui, ils considéraient que si les séries avaient un fil rouge, alors qu'ils n'étaient pas sûrs que les gens puissent revenir d'une semaine à l'autre devant leur écran, en fait, ils allaient décrocher et du coup, la série ne pouvait pas tenir. Ça s'est avéré très faux. Il a joué dans Heroes, Michael Dorn, putain, je savais pas. Il a joué dans Le Caméléon. Il a surtout joué dans Star Trek, hein. Moi, j'aime bien Worf. C'est mon personnage. Je crois que c'est le personnage qui apparaît le plus dans Star Trek, tout confondu. Je crois que c'est Worf. Qui, on rappelle, a été éduqué en Biélorussie. Worf, à la base, c'est un Klingon, orphelin, je crois à cause de la bataille de Kitomer, mais je suis pas sûr, qui est adopté par des humains qui l'élèvent en Biélorussie ou en Russie. Je crois que c'est en Biélorussie. Et du coup, dans le lore, Worf
C'est un Vulcain russe, en quelque sorte. C'est ça, en Biélorussie, à côté de Minsk. Les Rosenko s'appellent ses parents. Les Rojenko. Et moi, un spin-off sur Worf, je le prendrais de ouf. Un spin-off sur Worf. Sur son enfance. Et du coup, c'est particulier parce que des fois, il t'apparaît vraiment beaucoup plus Klingon et des fois, en fait, il apparaît un peu humain. C'est un peu comme Spock. Non mais arrêtez avec Stargate. Hein. Stargate, ça vaut rien. Désolé. Hein. Désolé de vous le dire. Ça ne vaut rien. Worf est le personnage le plus récurrent de toute la franchise. Est-ce que vous savez, les Trekkies qui sont là, c'est qui le deuxième personnage à le plus apparaître dans les séries Star Trek? Battlestar Galactica, que j'aime beaucoup. J'adore cette série aussi, Battlestar Galactica. Pourquoi t'as répondu? Je sais que tu sais. C'est effectivement Miles O'Brien, qui est un personnage secondaire un peu random. C'est le deuxième personnage à le plus apparaître. Il apparaît aussi dans Prodigy. C'est le seul personnage récurrent à ne pas être un officier. Ça me régale. Cet acteur, parce que les acteurs de Star Trek, en fait, je sais pas s'ils apparaissent beaucoup dans d'autres films ou dans d'autres séries, pas tellement. Hein. Peut-être à part Jean-Luc Picard, le gars qui fait Jean-Luc Picard, qui apparaît... Il apparaît dans quoi? Patrick Stewart, il joue dans quoi? D'autres? Dans X-Men, putain, merci. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il a vraiment fait que des petits rôles de merde après le gars qui faisait Miles O'Brien. Hein. Que des petits rôles de merde. Il a joué dans Tolkien, ça dit. Cool. Il a joué dans MacGyver. Un épisode. Il a joué dans Life on Mars, un épisode. Ces gens-là, ils ont connu des galères après en termes de carrière. Hein. En termes de carrière, c'est pas le summum de ce qu'Hollywood a fait, quoi. Ça doit être dur. T'es un acteur qui fait 60-70 épisodes de Star Trek. Tu fais ça pendant 7-8 ans. Et après, faut refaire des castings et tu fais que des trucs de figuration. Que des trucs de merde. Le gars dans New York Unité Spéciale, que tu vas avoir 30 secondes. Le gars dans Grey's Anatomy qui vient se faire soigner pour un problème de la rate.
Ça doit être super dur. Hein. Ça doit vraiment être super raide. Hein. Tout le monde ne peut pas être connu toute sa vie. Non, c'est sûr, ça doit être dur. Il a littéralement joué dans New York Unité Spéciale. Il a joué un juge. Dominique Purcell qui est lead de deux séries. Ça marche jamais pour lui en dehors du fait que c'est des bousins vrais. Il a joué dans le film Warcraft. De toute façon, vous voulez des acteurs qui étaient à la mode dans des séries et qui n'ont plus de carrière aujourd'hui, vous prenez le casting de Warcraft. Le film Warcraft. Terrible à dire, mais c'est vrai. Il y a Ragnar Lodbrok, là. Le film va avoir 10 ans, putain de merde. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Ah là là, Travis Fimmel. Il fait encore des trucs dans la vie, lui. Il a encore une carrière. Il joue dans Dune. Dans la série Dune. Dune Prophecy. Ouais, après il a fait Viking, et puis après il a fait Raised by Wolfies, là, je connais pas. Et après, galère, hein. Ah non, Purcell, il était pas dans Warcraft. C'est Dominic Cooper, je les confonds. Purcell, c'est... Non, je sais dans quoi il joue. Il joue dans une terrible série que j'ai regardée. Parce que du coup, Dominic Purcell, c'est le gars qui était dans Prison Break. Avec l'Australien, là, qui avait le tatouage de la prison. Et ben, les deux jouent ensuite dans... Putain, c'est pas les 4 Fantastiques, mais c'est... Les Avengers de DC, là. Comment c'est, ça, les Avengers de DC, là? C'est dans le lore de Flash et Green Arrow, ouais. Il est dans Flash, mais il est pas personnage principal dans Flash. Legends of Tomorrow. Exactement. Legends of Tomorrow. Putain, j'ai tout vu. J'ai tout regardé, ça. Je m'en souviens pas de ouf. Je m'en souviens pas de zinzin.